Merci. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va traiter d'un sujet hautement important puisqu'il s'agit d'aborder les modalités de remboursement du PGE et les dernières adaptations en fait par rapport en fait à ce remboursement. Donc notre animateur, c'est un animateur de choix puisqu'il s'agit de Monsieur François Gonor qui occupe la fonction de directeur de mission au sein de la direction économique du MEDEF national. Et merci Monsieur Gonor d'avoir accepté en tout cas d'animer ce webinaire euh, puisqu'en fait, c'est quand même des éléments essentiels pour la prise de décision de nos dirigeants, surtout dans ce contexte un peu compliqué et imprévisible. Alors, on sait que le PGE, c'est une mesure phare, en fait, hein, qui a été portée par le gouvernement, qui a permis effectivement d'éviter les défaillances d'entreprises et de soutenir l'économie. En Guadeloupe, on estime qu'il y a plus de 5000 entreprises guadeloupéennes qui ont bénéficié à ce jour du PGE, et ce qui a enclenché 700 millions de prêts accordés en fait aux entreprises localement. Sur le plan national, bien sûr, le chiffre est beaucoup plus important puisqu'on estime à 700 000 le nombre d'entreprises qui bénéficient du PGE. Donc, c'est dire l'enjeu des sommes qui sont investies dans l'économie et l'enjeu aussi de devoir correctement gérer les fonds en fait qui sont attribués et de l'intérêt effectivement de ce webinaire à l'initiative en fait du MEDEF. Donc, merci beaucoup, Monsieur Gonor, de votre participation. Je ne vais pas être plus longue parce que je pense qu'il faut surtout laisser la place au débat, à l'échange et bien sûr à l'exposé de notre intervenant. Donc, Monsieur Gonor, vous remercie encore. Je vous laisse la parole pour pouvoir animer ce webinaire. Merci à tous de votre écoute. Bonjour à tous, merci à vous pour cette invitation et l'échange qui va s'en suivre. Peut-être, alors juste un point d'introduction. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on avait autour de cette visio essentiellement des dirigeants de TPE et de PME. Si quelqu'un serait d'une taille supérieure, n'hésitez pas à me le signaler, mais comme ça, je précise un petit peu sur les entreprises qui vous concernent le plus. On est d'accord, TPE, PME uniquement. Comme vous l'avez entendu, il y a eu en mi-janvier une annonce d'un accord de place qui a eu lieu, accord réalisé entre l'État d'une part, les banques d'autre part, à travers la Fédération bancaire française, par ailleurs, comme vous le savez, adhérente aussi également du MEDEF, et un troisième acteur qui est la Banque de France, représentée outre-mer par l'IEDOM. Sur cet accord, alors, on va dire l'ambition ou l'enjeu, c'était de répondre à un certain nombre d'entreprises qui se sentent en difficulté au moment d'entamer le remboursement. Vous vous en souvenez, le produit PGE avait été annoncé en mars et il a commencé d'être commercialisé par les banques fin mars. À fin mars, il y avait à peine quelques milliers d'entreprises qui ont pu en bénéficier. Et le gros des troupes est rentré dans ce prêt entre le mois d'avril et la fin août, septembre. Vous avez plus de la moitié des entreprises bénéficiaires d'un PGE qui l'ont eu à ce moment-là, beaucoup plus que la moitié. Donc, aujourd'hui, 2 ans après, on arrive dans cette phase de remboursement avec, pour certaines entreprises, un certain nombre d'inquiétudes parce que, vous savez mieux que moi, l'activité n'a pas repris forcément pour toutes comme on s'y attendait, parce que, notamment outre-mer, il y a eu des décalages entre les mesures sanitaires, la temporalité des mesures sanitaires et de différentes précautions qui ont été prises et ce qu'il y avait en métropole. Et donc le dispositif qui était prévu en règle générale ne s'adaptait peut-être pas de la meilleure des façons dans tous les territoires et pour tous les secteurs. Et donc il y avait une réflexion qui a été conduite depuis déjà plus d'1 an, hein, sur comment on va faire face aux entreprises qui ont des difficultés pour faire face au remboursement, pardon, pour cette répétition, mais dont on estimerait qu'elles ont un potentiel suffisant pour survivre, passer on allait dire, ce mur de la dette, puisque l'expression a été consacrée. Ça, c'est un enjeu, et l'autre enjeu, c'est de dire, enfin, il y a un double enjeu, c'est à la fois si on part sur cette ligne-là, comment on le négocie, parce que tout doit être conforme aux règles prudentielles bancaires, et aussi validé par la Commission européenne, premier enjeu. Deuxième enjeu, plus important pour nous aussi, comment, tout en soutenant les entreprises qui en ont besoin et qui auraient le potentiel pour survivre,
on ne facilite pas la continuité d'entreprises qui seraient ce qu'on a appelé des entreprises zombies. Et donc, il y a eu cette tentative de trouver un point d'équilibre. La réponse apportée en janvier n'est pas forcément celle qui était attendue par ces entreprises en difficulté. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, vous avez un dispositif qui s'adresse non pas aux entreprises les plus en difficulté, qui seraient celles qui sont en cessation de paiement. Celles-ci n'auront pas le droit d'utiliser ces adaptations, mais aux entreprises qui sont juste au-dessus en termes de santé, mais qui rencontreront des difficultés. Alors comment ça se caractérise? En gros, dans l'accord de place, ce qu'on cible, ce sont des entreprises qui auront une difficulté à faire face à au moins une échéance, mais qui ne sont pas en cessation de paiement et qui ont des perspectives, le tout devant être attesté par soit leur expert comptable, enfin un expert comptable, soit un commissaire aux comptes. Et donc, avec cette attestation, après une discussion avec le banquier, vous avez ou pas les solutions qui vous conviennent avec votre banquier, et dans l'éventualité où ce ne serait pas le cas, ou parce que votre banquier, vous êtes d'un commun accord, vous pensez que l'adaptation vous correspond, vous pouvez aller voir la médiation des entreprises, et avec elle, va se concrétiser une médiation avec la banque qui permet d'obtenir un aménagement. Cet aménagement, quel est-il? Je parle de la règle générale et après on va rentrer sur les cas les plus à la marge. Vous avez un PGE de moins de 50 000 euros. L'aménagement, ça va être d'aller, si votre situation convient à ça, trouver 2 ans supplémentaires dans le remboursement de l'échéance, sur l'échéancier. 2 ans supplémentaires, ça ne veut pas dire mécaniquement 8 ans. Si vous aviez prévu de rembourser le total de remboursement de votre PGE sur 4 ans, quand je dis le total, c'est-à-dire en incluant le différé et l'éventuel report des échéances de capital, vous allez obtenir 2 ans de plus. Ça vous monte à 6 ans. Effectivement, si vous étiez au maximum, c'est-à-dire un remboursement total sur 6 ans, ça vous permet d'aller sur 8 ans. Et je vous disais que ça, c'est la règle générale, parce qu'on pense que l'essentiel des entreprises qui vont faire appel au dispositif seront sur cette temporalité. Mais pour celles qui auraient un peu plus de difficultés ou dont la situation économique le justifierait, alors le justifierait parce que vous avez un plan de trésorerie ou un plan de retour à l'activité qui montre qu'il y a un besoin de lisser sur un peu plus de temps, vous pouvez aller chercher jusqu'à 4 années supplémentaires. Donc même règle, si vous étiez en 2 ans, ça vous permet de rembourser sur 6 ans, si vous étiez en 4 ans, ça vous permet de rembourser sur 8 ans, et si vous étiez au maximum des 6, ça vous permet de porter sur 10 ans. Avec la possibilité pour celles qui seraient vraiment dans la difficulté la plus pointue peut-être, d'aller chercher un nouveau, pour faire simple, on va dire un nouveau différé, c'est-à-dire un nouveau report de l'entrée dans le remboursement de 6 mois. Les 6 mois étant inclus dans le délai supplémentaire que vous allez obtenir. Si j'obtiens, on va partir là pour le cas d'espèce, ça sera probablement une entreprise qui a besoin d'allonger au maximum, donc sur 4 ans de plus, et donc ce sera 3 ans et demi de remboursement en plus le report de 6 mois. Ça, c'est pour la règle des PGE inférieurs à 50 000 euros. Pour ceux qui seraient supérieurs à 50 000 euros, ceux qui sont supérieurs à 50 000 euros, on a le même aménagement. La petite différence, c'est qu'au lieu d'aller voir votre expert comptable ou votre CAC, puis d'échanger avec la banque, puis d'aller voir la médiation, au lieu d'aller voir la médiation, vous allez voir ce qui est, alors pour la métropole, mais je n'ai pas pu vérifier encore pour l'outre-mer, alors soit lui, soit son équivalent, le conseiller départemental à la sortie de crise. Pourquoi? C'est parce qu'on estime ceux qui ont produit cet accord de place estiment qu'une entreprise qui a un certain montant de PGE a probablement une structure financière un peu plus complexe, avec des spécificités d'activité plus complexes et éventuellement d'autres charges qu'il faut prendre en compte. Et donc,
la médiation du crédit, ça permet de ne toucher que aux bancaires. Aller vers ce conseiller départemental à la sortie de crise, ça permet d'avoir une analyse un peu plus précise, un peu plus fouillée, qui va vous permettre ou de bénéficier de l'aménagement du PGE, tel que je viens de le décrire, ou d'aller chercher d'autres dispositifs qui vont correspondre un peu plus à votre taille d'entreprise, qu'il s'agisse d'aller sur tout ce que vous connaissez déjà, de reports de charges sociales, fiscales, d'éventuelles aides qui peuvent continuer d'exister. Alors, on avait le fonds de solidarité ou l'aide coût fixe, mais il peut y avoir d'autres choses. Et il peut y avoir aussi d'autres choses qui ne sont pas des spécificités des plans de relance ou de sortie de crise, mais qui peuvent être des produits existants sur le marché, mais qui apporteront une structuration financière un peu plus intéressante par rapport à votre PGE. Alors quand je dis intéressant, qu'on soit dans ce cas ou dans celui des PGE de moins de 50 000 euros, j'arrive sur le point beaucoup plus délicat, c'est que rentrer dans ce dispositif, c'est rentrer dans une restructuration du crédit. Une restructuration du crédit, ça veut dire que vous allez être automatiquement et indépendamment de la volonté de la banque de toute façon, classifié comme prêt non performant. En tout cas, le PGE qu'on vous a octroyé sera un prêt non performant, au même titre que les autres prêts qui vous auront été octroyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que vous êtes considéré en défaut, et étant en défaut, pendant 12 mois, vous n'avez plus ou quasiment plus accès au crédit, sauf au crédit, on va dire, de court terme, de très court terme, tout ce qui permet la continuité d'activité, l'opération, mais vous ne pouvez plus investir ou aller chercher des lignes moyen terme. Ceci dit, sorti des 12 mois, vous rentrez dans une période dite d'observation et qui va vous emmener de quelques mois à la durée de restructuration de votre prêt. C'est-à-dire que si vous rentriez dans votre 3e année de PGE, vous avez obtenu plus de 2 ans, pour ceux qui sont les moins en difficulté, et vous aviez prévu de rembourser en tout sur 6 ans. Donc il vous restait 4 ans de remboursement, on ajoute 2. Vous avez donc vos 6 ans. Sur les 6 prochains, de quelques mois aux 5 ans qui suivent la première année en défaut, vous êtes en observation. Et être en observation, ça veut dire avoir des conditions d'obtention du crédit qui sont plus complexes, qui ne sont pas impossibles, mais qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus surveillées. Et vous êtes suivi, en théorie du moins, chez votre partenaire banquier, par des services spéciaux, ou en tout cas des services dédiés au suivi de prêts non performants d'entreprises considérées en défaut. Donc ça, c'est le premier point assez sensible de l'équation qu'il faut résoudre entre est-ce que j'ai intérêt à prendre cette adaptation si je suis en difficulté, ou est-ce que la contrepartie est trop importante pour moi, sachant que il y a peut-être 2-3 choses à préciser quand on est en défaut. La première, c'est que si vous répondez à des marchés publics, ça n'a pas d'impact, ça n'entre pas en considération. La seule chose qui entre en considération sur les marchés publics, c'est si vous êtes en dépôt de bilan, en cessation d'activité. Donc, puisque vous avez un certain nombre d'attestations quand vous répondez au marché public, et ça fait partie des causes d'impossibilité à y prétendre. Mais le fait d'être classé en défaut par votre banque ne rentre pas du tout en compte. En revanche, si vous avez au-dessus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, comme vous le savez, vous êtes coté par la Banque de France. Et donc, être en défaut modifie votre cote et vous fait attribuer par la Banque de France. Et encore une fois, c'est des règles prudentielles, ça ne dépend pas vraiment de sa volonté, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Ça vous fait rentrer sur une cote d'inéligibilité, et en fait, qui n'est que le miroir de votre situation de défaut. Donc ça n'ajoute rien et ça ne retire rien à votre situation de défaut, si ce n'est que il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas votre banquier, qui peuvent avoir accès à cette cotation. Je pense aux autres banques, je pense notamment aussi à l'assurance crédit.
Et donc, eux peuvent intégrer ce signal dans leur propre cotation. Et j'en venais à ce point-là pour vous dire que pour ceux qui ne sont, comment dire, je vous disais d'autres banques que la vôtre, parce que la vôtre, par définition, connaît votre situation, les autres, théoriquement, non. Par le FIBEN, ils vont la connaître, et donc ça va pouvoir jouer sur leur cotation interne si demain vous allez les voir pour obtenir un autre prêt. Pour ceux qui sont en dessous de 750 000 euros de chiffre d'affaires, on a plus ou moins la même conséquence, sauf qu'elle n'est pas visualisée à travers le FIBEN, et donc l'assureur crédit, en théorie, n'y a pas accès, de même que les autres banques. Seule votre banque, qui produit sa propre analyse du risque de crédit, l'intègre par définition dans le traitement qu'il fait de votre dossier. Mais ça, on revient à ce que je vous expliquais juste avant. Donc voilà un petit peu le panorama. Je suis désolé, j'espère avoir été à peu près clair pour exprimer à la fois quelles sont les possibilités, comment ça fonctionne, moins de 50 000 euros, plus de 50 000 euros, quelles sont les possibilités, j'allonge de 2 ans, j'allonge de 4 ans, j'allonge de 4 ans avec inclus un différé de 6 mois, et quelles sont les conséquences à prendre en compte parce que risque de défaut, FIBEN ou pas FIBEN. Est-ce que vous avez quelques questions déjà? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les relayerai, ou bien même à ouvrir vos micros si besoin. Le temps que se posent des questions, peut-être, je vous fais Vous avez vu le changement de slide? Oui. Parfait. C'est juste pour vous rappeler, ça vient d'un document de la Banque de France, qui le rappelle, et je pense que c'est important, dans l'arbitrage que vous allez conduire à partir de, en gros, 1 mois, 2 mois avant votre entrée dans le remboursement, finalement, grand 1, vous analysez quelle est votre situation et votre capacité à faire face. Deuxièmement, vous avez cet échange avec vos partenaires, que ce soit l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, et puis avec le banquier selon la qualité des relations que vous avez avec. À travers ces discussions, je pense qu'il y a 2 temps clés. Le premier temps, c'est le point de bilan sur quel est mon état, quelles sont mes perspectives, est-ce que je vais être capable de faire face, oui, non, avec quel degré de confiance, parce qu'il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas être trop pessimiste, mais là-dedans, où est la vérité? Souvent, même le dirigeant ne la connaît pas, parce que par définition, par les temps qui courent, la reprise d'activité, elle est complexe, il y a les hausses de coûts d'approvisionnement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc tout ça est un peu complexe. Donc, premier point d'évaluation. Le deuxième point d'évaluation, c'est est-ce que ce dispositif me convient? Vous comprenez que c'est ce sur quoi j'insistais, c'est l'arbitrage que vous devez conduire en disant, voilà, j'ai estimé que j'étais en difficulté pour faire face. Est-ce que j'ai intérêt à aller vers ce dispositif ou est-ce que la contrepartie d'être classé en défaut est trop importante? Et dans cette question que vous allez vous poser, il faut quand même avoir en tête que ça n'est pas la seule adaptation possible du PGE. Une adaptation, je ne parle pas des cas de procédure collective, ça vous les connaissez ou vous avez les différents professionnels pour vous accompagner là-dessus, les sauvegardes, les redressements, etc. Mais il y a une procédure qui est souvent très méconnue des dirigeants et ça peut valoir le coup peut-être plus que l'aménagement du PGE dont on vient de parler, c'est la conciliation homologuée par le juge. Ça vous permet, j'y vois 2-3 intérêts importants, c'est de trouver des solutions qui sont plus larges que le seul périmètre de vos créances bancaires. Parce que quand le juge intervient, il vous permet d'intégrer, j'allais dire, dans le panier, d'autres acteurs que les banques. Et donc, ça peut être l'État, parce que ça va permettre des allongements, ou des abandons, j'y crois pas trop, mais au moins des allongements ou des rééchelonnements de vos charges sociales et fiscales. Ça va permettre des négociations un peu plus structurées et abouties avec vos fournisseurs. Encore une fois, si vous le souhaitez, hein, tout ça, c'est vous qui le lancez.
La condition, c'est évidemment que le banquier lui-même soit d'accord, parce que étant une conciliation, c'est une forme de médiation, il faut que les deux parties soient d'accord pour y aller. Mais ça permet de réviser un champ plus large et donc d'obtenir peut-être des choses plus intéressantes que seulement 2 ans d'allongement. Parce que pour certains d'entre vous, peut-être que le PGE est difficile parce qu'on intègre le PGE comme un objet euh, presque, j'allais dire politique, c'est pas le mot, mais enfin, PGE, tout le monde sait de quoi on parle. Mais on oublie quelquefois qu'il y a d'autres charges qui vont peser sur l'entreprise. Enfin, vous ne l'oubliez pas, mais dans le discours, dans les informations qu'on vous donne. Et donc, ça peut être intéressant de prendre un pas de recul et de se dire, est-ce que peut-être que ma priorité, c'est pas le PGE, mais en termes de plan de trésorerie, de décaissement et de montant, ça va être de faire face à telle ou telle cotisation sociale, telle ou telle charge de loyer, de paiement de mes fournisseurs, autres. Et là, avec la conciliation, on peut aller chercher des choses assez intéressantes. Donc voilà, c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Il faut le creuser avec vos partenaires ou des experts autour de vous, mais ça fait partie des possibilités. Est-ce que vous avez des questions? C'est tellement clair que il n'y a pas de question. Alors peut-être... les slides que je vous présente, évidemment, je vous les partage pour que vous puissiez les envoyer à chacun. Ça peut permettre de clarifier ce que j'ai essayé de vous présenter et de vous les mettre un peu en infographie. Ça peut peut-être un peu structurer la réflexion. Bonjour. 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 Jocelyn Grandisson. J'ai pris la réunion en cours. Je n'étais pas là au début. Je suis désolé. J'ai oublié. Je voulais savoir, donc on peut prolonger le remboursement sur 4 ans au lieu de 2 ans. Au départ, c'était 2 ans. On peut prolonger sur 4 ans le remboursement, si j'ai bien compris. Vous pouvez le prolonger sur 2 ans et par exception sur 4 ans. Exceptionnellement. Alors, Ouais. exceptionnellement, c'est difficile. Alors, exceptionnellement, c'est le verbatim qui dit exceptionnellement. Moi, François Gonor, malheureusement, je ne suis pas capable de vous dire précisément ce que c'est qu'exceptionnellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une forme de cas par cas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va voir la médiation du crédit qu'automatiquement on va obtenir l'adaptation. Il faut aller la voir, je le disais en début, alors peut-être que je ne sais pas si vous avez entendu cette partie, mais Non, il faut aller la voir. je suis arrivé il y a 10 minutes. Pardon, je suis arrivé il y a 10 minutes. Il faut aller la voir avec l'attestation de votre expert comptable ou de votre CAC, encore une fois, qui va être un marqueur, comme quoi vous allez être en difficulté pour faire face. Mais derrière, la banque réalise son analyse et ça paraît peu probable, mais pourrait dire non, écoutez, franchement, nous on estime que les rentrées, on a votre historique de dossier, on voit que devant vous l'activité n'est pas mauvaise et que vous avez retrouvé vos marges, votre chiffre d'affaires, que sais-je. Donc, c'est pas particulièrement adapté. Ah, d'accord. Ou il pourrait être dans l'extrême inverse en disant, je suis désolé, vous n'êtes pas en cessation, mais vous êtes tellement en difficulté que ce ne serait pas vous rendre service que de faire cette adaptation, parce que finalement vous allez vous retrouver à porter sur 2 années ou 4 années supplémentaires quelque chose, vous ne pourrez pas y faire face. Mais a priori pour la grande masse, ça devrait passer. Maintenant, où est-ce qu'on met le curseur entre votre situation c'est 2 ans d'allongement ou votre situation c'est 4 ans? J'ai pas la réponse aujourd'hui. Ça me convient. Probablement du cas par cas. La réponse me convient parfaitement.
Le remboursement va commencer à partir de quand? J'ai oublié, parce que ça doit être dit, mais j'ai oublié. Vous êtes à J+2, c'est-à-dire que si vous avez eu votre PGE, le cas classique, vous avez rentré votre PGE en mai, mettons, Ouais. 2020, vous serez en mai 2022 à commencer votre remboursement. Sauf si vous n'avez pas opté pour la deuxième année de report. Et donc là, ça veut dire que vous avez déjà commencé, mais j'imagine que ce n'est pas votre cas, vous le sauriez. Non. Donc vous êtes à 2 ans. Et vous comptez la première échéance, le décaissement sur votre compte, et vous prenez 24 mensualités. Sachant que votre choix, sur la modalité de remboursement, pour mémoire, normalement, vous l'avez annoncé à votre banquier de mémoire 1 mois ou 2 avant la fin de votre première année différée. Tout à fait. Tout à fait. On a une petite question dans le chat, si c'est possible de reprendre brièvement la procédure pour les PGE supérieurs à 50 000 euros. Sur les PGE, vous reprenez, c'est le même, on ne va pas faire compliqué, c'est le même dispositif. Vous avez par contre, un intercalaire. Grand 1, je fais mon point avec mon expert comptable ou mon CAC. Grand 2, je discute avec mon banquier. Grand 3, au lieu d'aller directement en médiation du crédit, je vais voir ce qu'on appelle le conseiller départemental à la sortie de crise. Et avec lui, je fais un bilan de ma situation et des solutions possibles. Et si on estime ensemble que la bonne solution, c'est la médiation, on va en médiation, mais peut-être qu'il peut vous proposer soit complètement autre chose, soit ça, la médiation, plus d'autres solutions. Parce que ça vous permettra d'avoir un suivi ou des solutions, un éventail de solutions plus rassurant ou plus en support pour votre entreprise. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, en tout cas, juste pour compléter ce que vous dites, Monsieur Gonor? Moi, je suis expert comptable, donc je vais peut-être pouvoir un peu apporter l'expérience de l'ordre, en fait, la position de la profession, puisque nous, on a des notes internes, en fait, qui viennent de notre Conseil national et qui a précisé, en fait, l'ensemble des pièces qui doivent être transmises, donc inclus dans les dossiers pour les demandes de report. On a notamment, en fait, l'obligation, en fait, de fournir une attestation qui porte sur les difficultés que rencontrent les entreprises et surtout prouver que l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement. Ça, c'est important parce que les entreprises qui sont en état de cessation de paiement ne pourront pas rentrer dans le dispositif. Donc, il faut impérativement, en fait, que vous vous rapprochiez de votre expert comptable, votre commissaire aux comptes pour pouvoir obtenir, en fait, ce type d'attestation. Il est aussi prévu, en fait, que dans le dossier soit fournie aussi une situation prévisionnelle simplifiée sur les 2 années. Donc, pour voir les chances, en fait, de rééquilibrage, en tout cas budgétaire. Et à cela, on demande un autre document. Alors, c'est l'état des dettes fiscales et sociales et fournisseurs également. Et surtout les moratoires qui seraient éventuellement mis en place, puisque en fait, dans tous les dispositifs étatiques qui sont mis en place, généralement, c'est conditionné au respect des obligations fiscales et sociales des entreprises. Donc, être à jour de ces cotisations fiscales, sociales, ou à défaut d'avoir mis en place un moratoire pour pouvoir en tout cas apurer cette situation. Sinon, en fait, les aides et les possibilités, donc dans le cas présent de report, sont totalement fermées aux entités. Voilà, je voulais juste vous apporter ces compléments d'information. Alors peut-être pour être complet et sous votre contrôle, alors c'est une information que j'avais eue quand on était encore en cours de négociation, mais il me semble que ça s'est vérifié, vous m'arrêtez si je me trompe. Il y a un accord avec l'ordre, entre le Bercy et l'ordre, pour que cette prestation soit faite à titre gracieux pour les entreprises. Donc vous n'avez pas à débourser, encore une fois, sous votre contrôle, vous me démentissez si je me trompe, mais l'entreprise n'a pas à débourser pour rentrer dans le dispositif. Alors, bon, je n'ai pas eu un retour en ce sens, hein, par rapport à la gratuité qui aurait été négociée entre Bercy et la profession. Mais en tout état de cause, je pense qu'il y a beaucoup en fait de travaux qui sont effectués par les experts comptables notamment qui sont gracieux. Surtout dans le cas présent, puisque les entreprises étant déjà en difficulté, généralement, on fait l'effort de ne pas facturer ce type de prestations
sauf à faire des travaux vraiment conséquents, notamment sur les aspects en fait donc prévisionnels qui demandent quand même des supports et une réflexion particulière. Mais ne serait-ce que les attestations, elles sont généralement gratuites. Hein, de ce que j'entends en tout cas de la profession en Guadeloupe et en métropole également, hein, généralement ce sont des prestations en fait qui sont gratuites. Maintenant, pour répondre franchement à votre question, je n'ai pas eu de retour du national disant en fait que la prestation devait être gratuite. Donc, si demain les participants sont confrontés à la tarification de nos confrères, ça ne sera pas en tout cas hors cadre réglementaire parce que c'est tout à fait possible. Je vérifierai le point, parce que j'ai pas la mise à jour, mais on verra si ça peut vous renseigner. Oui, je suis preneuse parce que j'ai une communication assez récente en fait qui date d'à peine une semaine du Conseil national et sur ce point-là, en fait, ça n'a pas été abordé. Donc, si vous avez un retour particulier, c'est avec plaisir. Mais de toute façon, je me renseignerai auprès du Conseil national. J'ai une nouvelle question dans le chat. Peut-on y avoir prorogation de 6 mois ou 1 an seulement si on est déjà à J+2 ou obligatoirement de 2 ans? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'on peut Euh, avoir... Isabelle, peut-être si vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je suis déjà à J+2, donc je dois normalement commencer à rembourser mon PGE inférieur à 50K au mois d'avril 2022. J'ai pris aussi la présentation en cours où vous expliquiez qu'en fait, on pouvait avoir une prorogation de 2 ans ou 4 ans. Donc, ma question était de savoir si c'était obligatoirement 2 ans supplémentaires ou si ça pouvait être 6 mois ou 1 an. Donc, ramener à J+2 plus 6 mois, donc 2 ans et demi ou 3 ans. Donc. Alors, vous m'arrêtez, vous me reprenez si je me trompe. Donc, est-ce que je peux faire une durée totale moindre que le maximum proposé, mais en incluant le différé de 6 mois? C'est ça. Je ne crois pas que quelque chose s'y oppose formellement. Maintenant, le différé de 6... J'appelle ça pour faire simple, on parle de différé, mais c'est pas forcément le terme approprié. Mais ce différé ou ce report de 6 mois, normalement, c'est pour les situations les plus complexes. Or, ces situations-là, c'est bien celles qui vont nécessiter qu'on aille sur 4 ans. Donc, il ne me semble pas que ce soit interdit ou complètement impossible, j'allais dire textuellement. Je vois mal. Je ne crois pas que beaucoup bénéficieront de ce montage. Souvenez-vous, alors, si vous êtes sur un PGE, pour faire simple, et pour illustrer, un PGE de 25 000 euros, 6 mois de report, ça représente environ entre 5 et 600 euros par mois pendant 6 mois de décalé. Encore une fois, ma question, pesez bien le pour et le contre, mais est-ce que pour 6 fois, on va dire, pour faire simple, 6 fois 550 euros, ça vaut la peine de se retrouver en défaut pendant plus d'1 an? Non, en fait, il y a déjà les 2 ans différés. Enfin, donc il y a eu l'année plus 1 an. Et au bout des 2 ans, on peut se dire, mais ça va être encore un peu juste pour commencer le remboursement. J'aimerais bénéficier non pas de 2 ans supplémentaires, mais de 6 mois ou 1 an. Oui, de prendre que le différé, C'est ça. que le nouveau différé. Mais ma réponse est C'est ça. celle-ci. Si vous reportez pour le PGE, encore une fois, je prends l'illustration parce que j'avais fait le calcul après, mais les chiffres sont, il n'y a qu'à doubler, hein. Mais vous avez encaissé un PGE de 25 000 euros et aujourd'hui, vous vous dites, bah, moi, dans 6 mois, ça ira mieux. Ce que je veux, c'est juste passer 6 mois. C'est une situation tout à fait classique. Si vous êtes en activité de tourisme, vous voulez aller à la prochaine saison ou autre, faire un petit peu de stock ou avoir une meilleure vue, ça ne demande pas forcément d'aller chercher de l'allongement du prêt, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure et dans 6 mois,
vous pourrez faire face aux échéances. Je comprends le cas d'école, sauf que ce cas d'école-là, ça veut dire que pour ne pas débourser pendant les prochains mois, encore une fois, pardon, je me répète, 550 euros, vous allez vous mettre dans une situation qui vous classifie automatiquement en défaut, parce que prendre le report de 6 mois, dans la situation de cet accord de place, hein, ça vous met dans ces difficultés-là. Là où il y a peut-être une solution, c'est que en passant par la conciliation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pas cet accord de place, mais par la conciliation, vous pouvez éventuellement obtenir ce décalage, mais attention, tant que la fin de remboursement de votre PGE n'est pas modifiée. Je m'explique, vous avez eu votre PGE en avril, en mai, vous m'avez dit mai, je crois, je ne sais plus. Oui. En mai, mettons, en mai 2020, vous deviez commencer à rembourser là en mai 22 et vous aviez prévu de rembourser au total jusqu'en, je sais pas, mai 2024. Oui. Si vous débordez, ça veut dire que vous restructurez. Et c'est ça le problème, c'est ça qui vous envoie en défaut. Si vous avez une négociation avec votre banque qui fait que vous ne bougez pas le curseur final de remboursement, mais que au lieu de démarrer mai 2022, vous démarrez 6 mois plus tard, donc ça vous fait un novembre-décembre 2022, c'est envisageable par la conciliation, mais ça veut dire que les 6 mois que vous n'aurez pas payé là, je ne sais pas si vous me voyez à l'image, mais les 6 premiers mois, il va falloir les payer sur ce que vous aviez prévu de payer à la fin, moins 6 mois. Donc vous augmentez vos mensualités mécaniquement. C'est ça. Est-ce que vous le pourrez? Ça, c'est votre arbitrage à vous, hein. D'accord. Et l'accord ou pas de la banque. Encore une fois, la conciliation, ça veut dire on discute et on s'entend. D'accord. Dans ce cas-là, il faut aussi un document de l'expert comptable ou c'est à voir directement avec son banquier? Je ne suis pas certain. Je pense que l'expert comptable peut toujours, encore une fois, ça dépend de la qualité de votre expert comptable et la bonne relation que vous avez avec lui. Donc il peut vous aider, vous aiguiller, mais ce n'est pas un impératif. Vous pouvez entamer une discussion avec votre banquier sans forcément être allé voir l'expert comptable. Mais ça peut vous aider. Très Ne bien. serait-ce que pour avoir une vue claire, Madame Eugène le disait juste avant, avoir une bonne vue sur vos prévisionnels et quelqu'un qui vous accompagne, parfois positif, souvent positif. Très bien. Ok, merci beaucoup. Quel est le délai moyen de réponse du médiateur pour une demande de différé? C'est une très bonne question. On ne le sait pas encore puisque le dispositif rentre en vigueur demain. Enfin en vigueur, c'est-à-dire que là il était prévu, mais à partir de demain, vous pouvez, en gros, les dossiers peuvent arriver sur le bureau. Donc concrètement, je ne l'ai pas. Je sais qu'on sera sur des délais théoriquement très courts. Je vérifie si je l'avais dans une slide, mais ils sont engagés à des délais vraiment très courts. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais j'allais vous dire spontanément, c'est de l'ordre de quelques jours, mais je ne veux pas dire de bêtises. C'est prévu, de toute façon, en conscience des échéances, des impératifs de réactivité qu'ils doivent avoir pour vous, parce que on va dans des situations où le calendrier est très tendu, des situations d'urgence. Donc ça, ils en sont conscients. Et pour mémoire, la médiation du crédit, il s'appuie sur les réseaux de la Banque de France, et donc pour vous de l'IEDOM. Donc théoriquement, il n'y a pas 3 personnes en train de gérer les 10 000 ou 20 000 dossiers, hein. Il y a un peu de monde pour faire en sorte que ça aille vite. Et puis vous avez le MEDEF pour vous accompagner et remonter au créneau si d'aventure vous voyez que le délai est un peu trop long. N'hésitez pas, profitez-en, c'est maintenant que vous pouvez poser toutes vos questions.
Dans tous les cas, on restera à votre disposition si vous avez des questions ultérieurement. Par ailleurs, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver. On pourra vous envoyer le replay sans problème pour ceux qui ont loupé le début. Ben, si jamais il n'y a plus de questions et qu'on a terminé, je vous propose qu'on clôture le webinaire. Madame Mogène, vous voulez faire un petit mot de fin? Monsieur Gonor, Ah, on a une question, pardon. Monsieur ou Madame Coquerel, si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à l'assurance emprunteur. Je voudrais savoir si on est obligé de prendre l'assurance emprunteur au niveau de notre banque. Mais là, on parle de tout PGE. Ça, c'est une question qui est indépendante du fait d'avoir recours à cette adaptation. Oui, tout à fait. C'est une question qui n'est pas propre effectivement à ce sujet-là, mais je voudrais savoir effectivement pour l'assurance emprunteur, est-ce que on est obligé de la prendre de sa banque ou on peut avoir le choix de la prendre chez un assureur? Alors, ma solution de fuite immédiate, c'est de vous dire qu'il y a un document qui est une bible en matière de PGE, qui est le FAQ de Bercy. Mais pour ne pas fuir, je vais me connecter tout de suite et vous répondre. Parce que je l'ai vu, j'ai vu le point dedans. Je vais vous me donner un instant, je vais essayer de voir ça. Alors... Il est admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander ou se voir proposer, mais non imposer, de souscrire une assurance décès. Dans ce cas, afin d'être couvert, le professionnel ou l'entreprise bénéficiaire d'un PGE devra s'acquitter des primes d'assurance, y compris durant la première année. Premier point de réponse. Donc déjà, c'est pas une obligation, même si c'est très fréquent. Excusez-moi, parce que en fait, c'est pas une obligation, certes, mais c'est vivement recommandé en tout état de cause. Parce que si vous n'avez pas d'assurance décès et que malheureusement le chef d'entreprise décède, les conséquences sont dramatiques en fait pour ses héritiers, puisqu'en fait le prêt devient exigible, etc. Donc, même si ce n'est pas obligatoire et vous n'êtes pas obligé de la souscrire en fait auprès de votre banque, hein, vous pouvez la souscrire de votre propre chef auprès d'un assureur lambda. Mais en tout état de cause, je ne pense pas qu'il faille en fait faire vraiment l'économie en fait d'une telle souscription. Alors ma question portait plus précisément au fait que on peut constater des difficultés à prendre une assurance ailleurs que dans sa banque en fait. C'était là ma question. Je l'avais bien compris. Voilà. Oui, tout à fait. Je ne remets pas en question le fait de prendre l'assurance emprunteur qui est tout à fait nécessaire, mais je ne comprends pas les difficultés que l'emprunteur rencontre à prendre une assurance emprunteur ailleurs que dans sa banque. Alors, je vous donnais l'élément de première réponse sur le sujet que je trouvais dans la FAQ. Pour le coup, je n'ai pas trouvé la formulation qui permet d'être catégorique sur le sujet. J'ose à peine... il y a quand même... Alors, vous avez orienté la suite de votre question sur « je ne comprends pas ». Il y a un élément de compréhension, c'est que un PGE, c'est à coût coûtant pour la banque. La tarification, c'est le coût de l'argent, c'est pas de la marge de banque. Donc si peut-être que
en plus ne pas pouvoir vous facturer l'assurance pour le renvoyer vers une société d'assurance autre, ça peut être moins attractif commercialement pour la banque, peut-être. C'est peut-être une explication. Techniquement, je ne saurais pas vous répondre. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Alors juste un point peut-être, parce que en faisant la recherche pour vous répondre, je me rends compte que j'ai répondu un peu rapidement en disant que c'était pas spécifique à l'aménagement. Ça l'est quand même parce qu'on peut vous demander, pour prolonger le prêt, de prendre une assurance emprunteur ou cautionnement ou autre. Et donc là, on nous dit que lorsque le prêt restructuré est couvert par une assurance ou assorti d'une garantie, l'accord de la banque sur la restructuration peut être conditionné à l'acceptation par l'emprunteur des nouvelles conditions d'assurance ou de la substitution au contrat actuel d'un nouveau contrat offrant le même niveau de garantie, ou à l'accord des garants sur la restructuration et la prorogation, etc. Donc il y a quand même un élément assurance qui va rentrer en compte. Encore une fois, à la fois être couvert est probablement dans votre intérêt, et quand on voit les sommes en jeu, c'est pas ce qui va faire le différentiel a priori en montant. Merci beaucoup. Parfait, j'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Bonjour à tous, je reprends le flambeau puisque Pauline a dû se déconnecter pour une autre réunion. Oui, a priori, il n'y a plus d'autres questions, donc je pense qu'on peut estimer qu'on a fini. Je vous laisse le mot de la fin, évidemment, Monsieur Gonor, et puis éventuellement Madame Mougène. Ah bah, je vais laisser avec Madame Eugène, parce que pour le coup, à part vous remercier, j'ai peu de choses à ajouter, si ce n'est vous dire que je vais vous envoyer en tout cas au MEDEF Guadeloupe qui pourra répercuter aux adhérents ou aux participants les 4 slides que je vous présentais, et peut-être un document un peu plus complet dont j'ai issu certains éléments qui vous montrera bien quel est le processus et quels sont les documents à fournir. Et en plus, je vous envoie, je le mettrai en lien dedans, la FAQ sur le PGE, qui est assez touffu, mais qui répond a priori à quasiment toutes les questions sur le sujet. Et donc, merci de votre attention. Et merci, en fait. Bon, je ne vais pas être longue, hein, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Monsieur Gonor, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre intervention, de la qualité, en tout cas, de votre animation et de toutes ces précisions. J'espère, en tout cas, que les adhérents auront apprécié à leur juste valeur, en tout cas, votre implication sur ce webinaire. Donc, voilà, je ne peux pas en dire autrement. Et puis, comme convenu, en tout cas, les éléments seront à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gonor, au plaisir. Merci.